Oui, je voulais faire cette petite réunion informelle. C'était pas la peine de préparer. Bonjour Bruno. Bonjour à tous. Euh, des choses, Bonjour. mais je vais quand même vous poser des questions pour Mhm. qu'on avance. Oui, je voulais sur deux points en fait. D'un côté, beaucoup de gens pensent migrer sur PostgreSQL depuis SQL Server ou autre chose, hein. Moi, j'avais l'habitude traditionnellement que ça venait plus d'Oracle, puisqu'il y avait une certaine compatibilité avec le PLSQL. Mais je pense que j'ai l'impression que ces derniers temps, il y a plus de mouvements aussi depuis SQL Server, toujours pour des questions de licence, hein, principalement, des choses comme ça, Ok. par, goût pour l'open source, qui est bien à la base. Peut-être Oui. habitude aussi, hein, depuis le NoSQL, on a quand même pas mal de bases de données qui ont un modèle hybride avec une édition communautaire open source. Enfin, ça change un petit peu. Et puis une édition entreprise payante, qui est un modèle qui plutôt ce que les nouveaux créateurs de bases de données font de nos jours, quoi. Voilà. Bon, alors effectivement, ce qui est dommage, c'est que j'ai commencé à rédiger un très long truc sur les différences de perf entre SQL Server et Postgres. Mais bon, ça, c'est assez intéressant de voir pourquoi, comment, parce que souvent les gens, et puis, genre, Internet est farci de conneries. On va dire que, grosso modo, allez, je vais donner mon sentiment, puis après on discute. Grosso modo, Postgres, Ok, d'accord, bah vas-y. voilà, c'est Ouais. bien si on fait que du relationnel. Il y a quelques éditions qui ne sont pas toujours open source qui permettent de faire quelques petits trucs un peu en dehors des sentiers battus avec du NoSQL. C'est très bien pour les gens qui veulent faire de la carto parce que Du graphe. oui, enfin, du spatial, Mhm. dans le sens où il y a une très bonne cartouche spatiale planaire. Par contre, la cartouche spatiale géo n'est pas très bonne. Donc à l'échelle d'une commune, d'un Donc là, je département, précise, tu parles voilà, de PostGIS du côté voilà, PostgreSQL. PostGIS et Mhm. compagnie. Donc, du point de vue des communes, des, euh, des Vous me permettre de départements, rajouter un truc, Fred, après? oui, 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 Il y a un euh, truc qui est en train d'arriver, en plus, ça s'appelle l'intelligence artificielle. oui, oui, mais bon, ça, La partie vectorielle dans Postgre est en avance de phase par rapport à certains concurrents. alors oui et Oui, enfin, non, c'est-à-dire qu'elle est en avance dans Timescale, par exemple, des choses comme ça. Oui, oui. Ouais, mais c'est les algorithmes de Microsoft qui sont donnés à Timescale, tu vois ce que je veux dire? Je sais, je sais. Donc je rigole, ça veut pas dire mais qu'il sait. si, je veux pas vous embêter, mais si, ouais, sur le côté comparaison, mais une question simple en fait. Hmm. Si aujourd'hui vous avez un client qui vous dit ouais, mais moi j'aimerais faire du PostgreSQL ou migrer de SQL Server à PostgreSQL, vous lui dites J'en ai, quoi? Rudy. Et Ouais, justement, c'est des cas que je vis un petit peu au quotidien. J'allais en venir tout à l'heure, je commençais à t'en parler. J'ai des clients qui, de plus en plus, en fait, sont sur Azure SQL Server principalement. Moi, c'est quasiment que sur Azure, là, aujourd'hui, avec tous les, quel tous type les de cas que j'ai. volumétrie? Des volumétries qui sont assez conséquentes. Alors, voilà. J'en ai même un, c'est du pari en ligne. Je peux pas donner le nom du client, mais c'est du pari en ligne. Et donc, ils font beaucoup, beaucoup de transactionnels et beaucoup de transactions, et notamment une partie, c'est pour la partie paiement. Il faut être le plus rapide pour payer les clients. Et aujourd'hui, sur Azure SQL Server, dans Azure, on n'arrive pas à être aussi rapide que ce qu'ils avaient on-premise, pour la simple et bonne raison qu'on a des bridages logiciels côté cloud qu'on a mis sur Azure SQL. Oui, bien sûr. Oui, Et par rapport au l'architecture niveau de service, quoi. et l'architecture MPP qu'on est en train de mettre en place côté Postgre avec Flexible Server permet d'aller beaucoup plus vite. Donc je Alors, précise pour les gens qui nous écoutent, MPP, c'est du massivement parallèle. Voilà. Et donc, alors, pour leur cas de figure à eux, spécifiquement, 30 secondes, Fred, après, je te laisse rebondir parce que je sais que tu veux rebondir sur le non, truc. non, 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 je ne vais pas rebondir sur ce truc-là, mais je voulais finir ce que Ouais, j'étais en train de dire ouais. pour mettre un peu en scène le truc. Ok, Et ok. du coup, ce type de client a envie d'aller sur du flexible server parce qu'ils ont fait des tests et fatalement, sans regarder l'aspect fonctionnalité de SQL Server versus Postgre, ils ont des performances meilleures sur nos technos dans Azure, sur du Postgre, tout simplement, en Ok. reprenant la même modélisation. Même Pour on-premise? leur cas, Là, tu parlais de alors, cloud, mais.
ils sont full cloud et ils veulent pas retourner à on-premise pour le moment. Vous en êtes pas. Super. Donc la question se pose plus en fait. Bon alors Fred, c'est pas un client oui. bordelais du coup. Ouais. Alors non, voilà, ce que je voulais dire au niveau du positionnement de SQL Server et de Postgres. D'abord, il faut comparer les choses comparables. C'est-à-dire que si soit on compare du on-premise avec un seul serveur, ok, soit on compare tout et n'importe quoi, et là on peut absolument pas déduire quoi que ce soit. C'est-à-dire que comparer une architecture massivement parallèle dans le cloud avec du on-premise sur une machine, c'est pas comparable. Donc Mais là tu parles d'un point de vue purement performance ou même fonctionnalité? Je parle d'un point de vue performance, parce que les fonctionnalités, c'est quelque chose de complémentaire, mais les performances commencent à être quelque chose d'important, et ça pour deux raisons. D'abord parce que effectivement, si tu as des bonnes performances, tu as besoin d'une moins bonne scalabilité quelque part. Donc tu économises, et donc tu arrives dans quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est l'écologie, parce que l'énergie va te coûter vraisemblablement de plus en plus cher, malgré Mr. Trump. Tout simplement parce qu'on va avoir de plus en plus de demandes complètement hallucinantes d'énergie, et qu'aujourd'hui on n'est pas capable de produire l'énergie demandée entre les data centers pour l'IA et les voitures électriques. Bon. Donc il faut bien être conscient de ça. L'aspect écologique, c'est-à-dire je fais mieux avec moins d'électricité, est quand même aujourd'hui super important. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut donc comparer les choses comparables. Comparons la version on-premise de SQL Server, comparons la version, moi c'est ce que j'ai fait, de Postgres. En fait, ma conclusion, et ce que j'ai vu pratiquement chez la plupart des clients que j'ai eus qui ont du Postgres, et j'interviens de plus en plus sur du Postgres d'ailleurs, c'est la chose suivante. Par exemple, là en ce moment, j'ai un client qui a décidé de mettre tous ses accès de sécurité dans du Postgres. Eh ben, ils sont bloqués. Aujourd'hui, ils ont des temps de réponse qui commencent à s'allonger de manière dramatique, c'est-à-dire à certains moments de la journée, ils sont à 2 à 3 secondes pour simplement que le client puisse être autorisé à rentrer dans leur système d'une manière quelconque. Et quelle est la qualité de leur code SQL? Alors, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de procédures stockées, de fonctions. Ça se fait essentiellement au niveau applicatif. Donc l'applicatif, lui, n'est pas tellement en cause. La qualité du modèle est correcte, sans plus. Et les requêtes ne sont pas complexes. Et la base de données, elle fait 30 tables. Il n'y a pas une table qui a plus de 30 colonnes. Donc, c'est pas, non, le modèle est tout à fait correct. Bon, alors, en fait, la question, quand on commence à rentrer un petit peu dans les détails, et je parle essentiellement transactionnel. Il y a en fait 5 ou 6 points dans lesquels, alors je les cite de tête parce que je voulais reprendre mon document, mais il est complètement en cours de réécriture, machin, bidule, etc. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que Postgres a un modèle un peu particulier qui est d'abord à base de processus et non pas de thread. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui pose beaucoup de problèmes parce que ça consomme énormément de mémoire. Deuxième point, la gestion globale de la mémoire de Postgres est assez mal gérée. Elle est totalement statique, c'est-à-dire que c'est en permanence des choses que vous devez administrer. Pardon ? Pour faire le vacuum et compagnie. Non, je parle même pas de ça. Je parle des strates de cache. D'abord, il y a quelque chose moi, qui me paraît un peu aberrant, c'est qu'il y a une partie du cache qui est une partie partagée, une partie du cache qui est une partie pas partagée. Si on a mal dimensionné la partie partagée par rapport à la partie pas partagée, on est de la baise, il faut qu'on rehausse ça. Donc il n'y a pas de gestion dynamique du cache par le système. La troisième chose, c'est effectivement le versionning, qui est une véritable plaie. Alors là, on va dire que la mise en cache des données dans Postgres avec le versionning et le vacuuming est une horreur absolue. C'est d'ailleurs quelque chose qui a été dit par les experts qui sont des gens qui ont développé dans Postgres comme étant la partie qu'ils détestaient le plus dans Postgres. Je vous donnerai éventuellement les références de l'article. The part of Postgres I hate the most. En fait, grosso modo,
quand on analyse une base de données Postgres et qu'on regarde qu'est-ce qu'il y a comme vide à l'intérieur, ben, on s'aperçoit que 30 à 40% des pages sont occupées par des lignes qui n'ont absolument plus aucune utilité. Donc je me permets quand même de poser la question ou de préciser pour les gens qui nous écoutent. Donc tu parles de versionning, donc de MVCC, enfin de plusieurs versions de la ligne pour pouvoir gérer les modifications. Et effectivement, je crois que je suis tombé sur cet article et j'ai lu que il le faisait un peu comme dans In-Memory ou LTP dans SQL Server et que c'était un peu à l'envers du bon sens pour une base de données relationnelle. Alors, en fait, c'est le pire du pire. C'est-à-dire que, grosso modo, si on analyse le versionning dans Oracle, SQL Server et dans Postgres, ça fait le pire du pire. Ouais, donc, je précise pour les... Excuse-moi de t'interrompre, mais ça veut dire le versionning pour... c'est lorsqu'on vous allez mettre une ligne à jour, eh bien, vous n'allez pas faire un update directement et bloquer la ligne, mais vous allez générer une autre version ou maintenir une version pour faire des lectures, etc. Excuse-moi. Voilà. Exactement. Alors, en fait, dans Oracle, c'est le journal de transaction dans lequel on récupère les lignes, on maintient les lignes qui sont encore transactionnées, donc c'est purgé dès que les checkpoints ont validé les transactions. Dans SQL Server, c'est fait dans la TempDB, TempDB qui est une base de données spécialement dédiée aux objets transitionnels, comme les tables temporaires et variables tables, etc. Dans un version store. Donc, c'est pas mal fait. C'est pas le mieux. Le mieux, c'est évidemment la version Oracle, puisque je me sers du journal de transaction à double titre, puisque les lignes sont déjà là. Et là, la troisième chose, excusez-moi, la troisième chose, c'est donc Postgres, qui, lui, le fait à l'intérieur des pages mêmes, des lignes de table et des index. Par exemple, si je dois modifier les 3/4 d'une ligne d'une table, eh bien, je vais créer une nouvelle ligne dans la table, mais aussi créer une nouvelle ligne dans chaque index avec les informations que je vais avoir modifiées. Je mets évidemment un tag pour dire à quelle transaction ça appartient. C'est pour ça que vous avez, en plus d'un truc absolument abominable, qui sont des données cachées, des colonnes cachées dans toutes les tables, qui s'appellent Xmax, Xmin, CTID et tout le tralala. Bon, ces informations permettent de repérer les lignes par rapport aux transactions. Et d'ailleurs, ça veut dire que ça augmente artificiellement la taille de la base de données. Alors, ça augmente artificiellement le nombre de lignes, puisque ces lignes sont conservées jusqu'à ce qu'on fasse non pas du vacuum, parce que le vacuum, c'est pas du tout ça. Beaucoup de gens croient que le vacuum, c'est la solution, mais jusqu'à ce qu'on recrée la table ou l'index. En fait, le vacuum sert juste, et c'est un processus qui tourne en tâche de fond, sert juste à blanchir la ligne. C'est-à-dire que j'ai 6 références de ma ligne, mais je ne sais pas laquelle. Il faut que j'aille descendre pour c'est celle-là, elles sont chaînées. Hein. Donc, ok, j'ai trouvé celle-là, très bien, bon. Mais le vacuuming sert simplement à supprimer, à blanchir plus exactement les lignes qui sont devenues obsolètes, mais ne recompresse pas les pages. Il faut absolument faire soit un vacuuming full, soit recréer les tables ou les index. Et dans ce cas-là, c'est un processus extrêmement bloquant. Par exemple, la reconstruction d'une table sous Postgres, comme elle n'est pas en index cluster, oblige à reconstruire tous les index. C'est-à-dire que quand vous reconstruisez une table, vous reconstruisez tous les index, puisque les lignes changent de situation physique. Et donc, il faut bien indiquer à tous les index que cette situation physique a changé. Donc, c'est une horreur de point de vue maintenant. Je pense que c'est le pire du pire de ce qu'il y a dans Postgres. Je précise juste un truc par rapport à l'index cluster. Donc, ce que Fred veut dire, c'est que dans SQL Server, notamment, quand on a un index cluster, la référence des lignes qu'on trouve dans les index est logique et pas physique. Donc voilà. Et donc, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est physique dans Postgres. Mais c'est le cas dans Oracle aussi, j'imagine, puisqu'Oracle a beaucoup de heaps. C'est le cas dans Oracle, et d'ailleurs dans Oracle comme dans Postgres, on dit surtout ne reconstruisez pas les tables. Alors dans Oracle, c'est beaucoup moins grave, parce que Oracle fait de la mise à jour in situ, donc le phénomène que l'on voit dans Postgres n'existe qu'à très faible échelle, à la même échelle que celle dans SQL Server, et d'ailleurs on reconstruit assez rarement les tables dans SQL Server, puisque l'index cluster va ranger. En général, il est mis sur un ID auto-incrémenté, il va ranger les tables dans le bon sens, et après, on ne peut pas faire d'update sur un ID auto-incrémenté. Bon. Donc ça va à peu près. Les seuls moments où les tables sont réellement fragmentées dans SQL Server, c'est quand une donnée de taille variable
va augmenter sa taille parce que l'update, par exemple, passe de 4 caractères à 8 caractères. C'est le seul moment où on a vraiment cette problématique, je dirais, mais c'est très peu significatif et c'est rare quand on regarde les plans de maintenance qu'on ait des tables qui soient reconstruites de A à Z. Bon, autre problématique, c'est la journalisation des transactions. Alors, ça c'est clair que la journalisation des transactions, j'ai qu'un seul journal pour toutes les bases de données. Alors, vous allez me dire, OK, on fait une instance par base de données. Ouais, bon, une instance, c'est toute une infrastructure, de la maintenance à prévoir, etc. Mais le gros problème, par exemple, c'est que si vous avez 10 bases de données et que vous voulez faire de la streaming réplication pour une base, vous vous farcissez l'envoi du journal de transaction intégral des 10 bases pour n'opérer qu'une seule base sur le nœud secondaire. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'épouvantable. Puis d'autres choses qui n'existent pas dans Postgres, qui sont quand même assez problématiques, c'est la compression des données. Il n'existe aucune technique de compression de données dans Postgres. Alors, si on avec des extensions. Non, il n'y a aucune technique de compression de données qui soit opérationnelle. Il y a des techniques, par exemple, on peut faire du zip, des trucs comme ça, mais on ne peut plus utiliser directement les données. Mais il n'y a pas aujourd'hui de techniques de compression des données dans Postgres qui fonctionnent, qui peuvent être utilisées directement. SQL Server, que ce soit compression range ou rows, te permet de lire les données, d'indexer les données sans aucun problème. Mais ça n'existe pas. Et je dirais même que la seule compression qui existe, c'est un truc qui s'appelle Toast. Toast, c'est un truc qui est utilisé pour les blobs. Alors, Toast était une très bonne idée il y a 25-30 ans. Il y a 25-30 ans, Toast était une bonne idée parce que la plupart du temps, dans les blobs, qu'est-ce qu'on mettait ? On mettait des images non compressées, du texte non compressé, etc. Aujourd'hui, le moindre document électronique qu'on met dans du blob, c'est du JPEG, c'est du MPEG, c'est du MP3, c'est même des compressions encore plus vastes. Donc il n'y a aucun intérêt à surcompresser un truc qui est déjà compressé, si ce n'est qu'à faire perdre des I/O supplémentaires, etc. Donc même, alors on peut le désactiver, hein, Toast, ça c'est pas un problème, on peut le désactiver. Donc même Toast aujourd'hui, c'est un vieux truc à la con qui sert à rien, pratiquement. Bon. Cela dit, SQL Server a fait l'inverse, puisqu'il vous permet d'avoir zip des zip, enfin gzip et gdezip, avec la fonction compresse-décompresse dans 2022. Donc voilà, je n'ai pas terminé sur tous les points, mais je vous ai situé les points essentiels. Moi, j'ai relevé 77 points qui font la différence au niveau des performances. Je n'ai pas cité, dans le document que je suis en train de mettre au point, je n'ai pas cité les points inverses, c'est-à-dire ceux qui sont meilleurs dans Postgres par rapport à SQL Server. Mais par exemple, on pourrait donner un seul exemple complémentaire dans l'étude que j'ai faite, c'est tout ce qui est Coon, Sum, Average, Max, Min, qui est une catastrophe d'un point de vue vélocité. Pour info, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? J'étais en train de parler de... Camoulox. Pardon ? Non, je plaisante. Vas-y, réfléchis parce que j'aimerais rebondir ou... Il y a Bruno qui m'a intercepté avec un truc. Ouais, j'ai vu. C'est vrai que j'ai perdu le fil. Oui. Si tu veux, je trouve que ton point de vue, qui est valide, bien entendu, est un point de vue extrêmement technique sur les performances. Et parfois, on met de l'eau dans notre vin en tant que ce soit consultant de base de données ou des gens qui développent des bases de données en interne. On met un peu de l'eau dans notre vin, on dit OK, on a des volumétries, on a des bases de données qui pourraient très bien aller sur quelque chose comme PostgreSQL étant meilleur que MySQL quand même en termes de moteur d'optimisation. Je suis désolé de le dire, je suis de moins en moins d'accord. Tu préfères MySQL ? Alors, je ne préfère certainement pas MySQL en tant qu'outil de dev, mais force est de constater une chose. Alors, ne parlons pas de MariaDB qui est une vaste merde, mais depuis que Oracle a repris MySQL, il y a eu de notables améliorations et j'ai osé dire dans un forum, alors que je suis totalement anti-MySQL, j'ai osé dire dans un forum qu'il y avait enfin une version qui était une version relativement professionnelle de MySQL. Ouais. J'ai osé le... D'ailleurs, petite subtilité, c'est pareil, on va décommissionner MariaDB sur Azure au profit de MySQL. Ouais, c'est dommage, hein, sur le principe, c'est dommage, hein, juste pour préciser pour les gens, MySQL a été racheté il y a maintenant longtemps par Oracle parce que Oracle a racheté Sun.
Si je me trompe pas, c'était Danson. Et vous me contredites si je dis une bêtise. Et puis, il y a eu un fork de MySQL par le créateur, qui avait deux filles, une qui s'appelle My et l'autre qui s'appelle Maria. Donc, MySQL, il a créé MariaDB, et sur le papier, c'était intéressant, en fait. Mais manifestement, ça n'a pas suivi. Je vais terminer par citer deux, trois autres trucs. Par exemple, l'optimiseur de Postgres, c'est un optimiseur qui pratique malheureusement un backtracking de calcul des plans de requête qui est exhaustif. C'est-à-dire qu'un plan de requête, c'est quoi? C'est un arbre, un chemin dans lequel on peut explorer différentes solutions. Bon, le problème, c'est la complexité du plan de requête. Quand j'ai 3 tables, ça va, j'ai 2 ou 3 possibilités. Quand j'en ai 10, j'arrive à quelques milliers de possibilités. Quand j'ai 20 tables, j'arrive à quelques milliards de possibilités. Honnêtement, Postgres, à partir de 12 jointures, passe à un algorithme complètement débile qui s'appelle GECO, Generic Query Optimizer, dont Tom Lane, qui est l'un des principaux développeurs de Postgres, a dit qu'il fallait entièrement le réécrire tellement c'était une sale merde. Bon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a des requêtes complexes, c'est-à-dire des requêtes qui font appel à une vingtaine de tables, vous pouvez être sûr que ce sera jamais optimisable et que les performances seront catastrophiques. Je ne parlerai même pas des UDF. J'ai pris, alors, pour mon analyse... Les fonctions utilisateurs, je précise. Fonctions utilisateurs. Pour mon analyse, j'ai pris des documents de labos de recherche d'université. J'en ai 7 ou 8 qui montrent la réalité de ces problématiques. Et en particulier, dans cette étude sur les UDF, Postgres arrive à la dernière place absolue. Et sur toutes les UDF, il est en échec. Mais toutes les UDF testées, je crois qu'il y en a, je ne sais plus s'il y en a 14 ou 20, il est en échec. Le plus mauvais, juste avant lui, c'est Oracle. Ça, c'est à remarquer. Et le meilleur reste SQL Server et une base de données qui n'est pas une base de données relationnelle, mais une base de données NoSQL. Alors, pourquoi? Parce que depuis Intelligent Query Processing, Microsoft a fait beaucoup de R&D sur ces sujets pour transformer les UDF en purement ensemblistes, et ça fonctionne relativement bien. Donc voilà. Je me permets de préciser le contexte. Une UDF, c'est une fonction. On va créer des fonctions en SQL. On va utiliser ces fonctions à différents endroits de la requête, par exemple à l'intérieur du select, et ça découpe notre requête en morceaux, et c'est un peu compliqué à gérer en termes de performance, ou ça peut transformer un traitement ensembliste en un traitement séquentiel, par exemple. On est en train de faire du ligne à ligne. Alors, le ligne à ligne, c'est gentil, mais ça veut dire qu'on scanne la table, aucun parallélisme, aucune indexation, etc. etc. Bon, on pourrait citer aussi le mode batch. Le mode batch existe, le mode batch existe depuis l'arrivée des index. Donc ça, c'est un truc dans SQL Server qui permet d'envoyer dans le plan d'exécution un tableau de lignes à chaque opérateur au lieu de les envoyer ligne par ligne. Oui. Et on l'a bien amélioré depuis la version 2016. Ah oui, c'est spectaculaire parce que tu as de plus en plus des choses qui n'ont pas du tout du domaine du column store, qui utilisent le mode batch et qui permettent, et justement quand on a les UDF par exemple, qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Je précise, lorsqu'on traite quand même plusieurs millions de lignes, sinon c'est pas forcément intéressant. Voilà. On est en phase RUTI. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, Postgres est totalement bloqué par leur façon d'avoir développé la chose. C'est-à-dire que les deux choses qui bloquent tous les développements et toute la démulation qu'on voit, c'est le MVCC, ça c'est Donc c'est le versionning dont tu as parlé. Voilà, le versionning. Si jamais MVCC, ça veut dire Multi-Version Concurrency Control. Concurrency Control. Et le deuxième truc, c'est le multi-processing, c'est-à-dire pas de threading. Or, il est extrêmement complexe de faire communiquer des process, alors que faire communiquer des threads qui sont à l'intérieur d'un même process, ça pose aucun problème. Je prends un seul exemple. Lorsque on regarde des plans relativement complexes de SQL Server, on va s'apercevoir qu'il y a plusieurs opérations qui sont en parallèle, puis tout d'un coup, on reventile des threads en parallèle, puis plus loin, on reventile encore ces threads, puis après, on passe en non parallèle, puis après, on repasse en mode parallèle, etc. Tout ça est extrêmement, je dirais pas simple, mais extrêmement classique dans le domaine du threading. Dans le domaine du processus, c'est totalement inenvisageable. Et d'ailleurs, les gens de Postgres en sont parfaitement conscients, puisqu'il y a quelques années, ils ont fait un papier en disant « Bon, on croit que le modèle processus est complètement out ».
il faut qu'on passe au modèle à threading. Bon, mais c'est 10 ans de R&D, faut pas se leurrer. Et encore, si Postgres avait des moyens colossaux, ce qu'ils n'ont pas. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que derrière Postgres, vous avez X entreprises qui se tirent la bourre, chacun de leur côté. On peut prendre Entreprise DB qui vous vend une version entreprise qui coûte 3 fois plus cher que SQL Server pour juste avoir quelques hints à mettre dans les requêtes. On peut prendre Fujitsu qui vend une version qui fait de la compression, du column store et trucs comme ça. Enfin, chacun tire, Timescale qui fait un certain nombre de choses. On peut prendre Citus. Donc chacun fait un petit bout de son machin, mais aucun ne se corps. En plus, c'était racheté par Microsoft. Mais aucun ne. Il ne faut pas le dire. C'est ça que tu es en train de dire. Non, mais tout le monde le sait. Non, mais ouais, aucun. Mais donc, Voilà. excuse-moi, je rebondis parce que. Y a-t-il des gens qui ne sont pas du tout d'accord? Et avant ça, donc tu es en train de dire que c'est une mauvaise base de données, en fait, qu'il faut absolument pas l'utiliser en production. Eh bien, pas du tout. Mais pas du tout. Et justement, c'est le but de mon étude. Mon étude n'est pas là pour. Et moi, je suis considéré évidemment par les gens de Postgres comme le mouton noir. Oui, parce que là, tu as commencé par les points positifs, je pense. Oui, voilà, j'ai commencé par les points positifs. Maintenant, on va parler des choses sérieuses. Me fait pas marrer, ça me fait tousser. Oui, pardon, excuse-moi. Non, mais tu vois, il y a aussi. Alors, je profite du fait que tu tousses. Ça me laisse. Aussi, l'objectif pour moi de cette petite réunion de discussion, c'est d'un point de vue peut-être un peu pragmatique. On est pragmatique dans les problèmes de performance, mais il doit y avoir toute une série de cas quand même où les clients sont contents, où le fait qu'il y ait un certain nombre de problèmes d'architecture qui nous intéressent, nous, quand on est vraiment dedans, sont, parce qu'on va compenser avec un petit peu de matériel, pas si grave pour pas mal de clients, en fait, ou de clients, ou d'utilisateurs, ou de boîtes qui ont des besoins moyens de base de données relationnelles. Alors, moi, je vais dire un truc simple, évident. Si on compare un produit comme SQLite, MySQL, MariaDB ou Firebird. Non, pitié. Voilà, bon. Si on compare ces produits-là, qui sont tous dans le libre, plus ou moins, parce que MySQL n'est plus vraiment dans le libre, il y a une version communautaire, mais qui est très bridée. Pour moi, Postgres représente le produit le plus sage. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est du vrai open source, donc on sait où on va. Ça, c'est il y a quand même des décennies de développement aussi, alors peut-être chaotique, mais... Alors, il faut savoir qu'un GBD comme SQL Server, c'est 20 000 Aneum en R&D. Excuse-moi, mais Postgres en est peut-être à 2000. Et encore, je ne suis pas sûr. Il faut bien comprendre que des outils comme Oracle, SQL Server ou IBM DB2, c'est des monstres. C'est vraiment des monstres. Et on est d'accord aussi que Postgres c'est un petit peu baissé. On est d'accord que c'est MySQL est passé devant Postgres. Il me semblait que Postgres, il n'y a pas longtemps, dans le ranking de DB Engine, était juste entre Oracle et SQL Server. Regarde le graphe. Tu peux avoir le graphe là. Les relationnels. Regarde le graphe. Ouais. Non, mais regarde le graphe global, comme ça tu vas voir. Ouais, ok. Voilà. Bon, alors moi, là où je recommande, je dirais Postgres. Voilà. Donc on voit effectivement, mais enlève ceux qui sont tout à fait en bas, comme ça on verra plus les détails. Je veux dire, il n'y a pas de Splunk, de Databricks, d'Access. Ouais, très bien. Vas-y. Ce qui est dommage pour IBM DB2, d'ailleurs, c'est ça. On va laisser MongoDB par... Donc on est sur Postgres, c'est ça, voilà. Ok. Bon, ça va. Alors, moi, je recommande Postgres quand on sait que les bases de données ne vont pas atteindre plus de situation actuelle, 300 gigas, qu'on ne va pas être au-delà d'une centaine d'utilisateurs et qu'on n'a pas une forte complexité des requêtes. Donc, centaines d'utilisateurs, c'est ton problème de process à la place des threads, par exemple. Oui, c'est surtout ça. C'est-à-dire que Postgres ne fait pas de pooling, donc après, il faut rajouter un serveur de pooling. Enfin, donc, on commence à avoir une architecture de plus en plus complexe. Plus c'est complexe, moins c'est maîtrisable, plus c'est casse-gueule, donc ça n'a aucun intérêt. Autre chose, pas de 24/7/7 à pleine charge. Ça, c'est irrémédiable. Pourquoi? Parce qu'il faut faire des vacuums, des choses comme ça. Oui. Et les sauvegardes? Je vous poserai la question après. C'est pareil, les sauvegardes ne sont pas des sauvegardes binaires et donc nécessitent un blocage à un moment donné.
Oui, alors Bruno Ilias disait, bah oui, c'est extrêmement faible sans utilisateur. Oui et non, ça dépend ça dépend je dirais Ah oui, il faut que je lise la question. des cas de figure. Il y a des cas de figure où, je prends deux exemples. La Disons que ça réduit comptabilité, beaucoup, quoi. non mais la comptabilité et les ressources humaines dans une entreprise, je suis pas sûr qu'il y ait plus d'une centaine d'utilisateurs. Donc moi, ça me va très bien qu'une entreprise utilise du Postgres pour de la comptabilité ou des ressources humaines, ou de la gestion des ressources humaines. En revanche, si tu me dis, j'ai un logisticien qui a 30 opérateurs, 600 camions, 40 quais de chargement et qui fait à peu près du 100 000 colis jour, je crie au fou quand les gens passent à Postgres. J'ai un copain, par exemple, à un moment donné, il y a 6-7 ans, qui a voulu faire de la prestation sur un ERP Postgres. Il s'en est mordu les dents. Par contre, moi, je vois des choses quand même relativement progresser. Quand je participais au congrès PGDES, je me souviens c'était le début de la CAF qui avait mis ça sous Postgres. Maintenant, ils en sont revenus, ils sont repassés à Oracle, tellement c'était la merde. C'était justement Bull qui avait fait le projet. Bon. Et les gens de Bull, parce que j'avais déjeuné avec eux, m'avaient dit bah, nous, on a monté une cellule Postgres pour vendre du service. Et j'aurais dit ça marche. Il me dit non, on est en train de la fermer. Je lui dis ah bon, pourquoi? Bah, parce que les gens ne sont pas intéressés pour acheter du service alors que c'est de l'open source et que ça devrait, pour eux, le service devrait être gratuit. Bon, alors aujourd'hui, c'est plus le cas. Les gens ont enfin compris qu'il fallait quand même payer du service. Et je pense que Julien voit de plus en plus arriver des gens qui ont du Postgres, qui veulent mettre sur Azure pour le gérer correctement et tout le travail. Et ça, c'est pas mal. Mais dis-moi, Julien, combien de bases de données de plus de 300 gigas as-tu? Pas beaucoup. Et Voilà, question aux autres ça. également. Voilà. Il faudrait des contradicteurs à Fred Brouard si ça vous embête pas. Allez-y. Combien de bases de données as-tu par instance, instance Postgres? Combien de bases par instance? Ça monte à une dizaine, une quinzaine, ça dépend Voilà, des mais outils. en moyenne. C'est de l'application. Là où je te rejoins, c'est beaucoup de petites bases de données. Voilà. Maintenant, j'ai quelques clients, dont une grosse banque, et je m'arrêterai juste à grosse banque, qui a migré des bases Oracle, qui commençait à avoir de la volumétrie sur du Postgre. Et j'en ai un autre qui construit des pneus. Pareil, je donne pas le nom. Qui fait la même chose. Et qui passe de Oracle vers du Postgre. Et là, la taille des bases ne sont pas les mêmes, Fred. Et là, donc, ça tombe bien parce que j'avais mes petits slides sur mes quelques questions. Donc, qui l'a fait? Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont migré du SQL Server ou autre chose, tant pis, mais je veux dire vers Postgre sur des volumétries maintenant? Alors peut-être plus de 300 Et là, gigas on ou arrive pas. sur des centaines de gigas, Fred, Ouais. pour la petite histoire. Alors, il n'y en a pas beaucoup, ça reste sporadique. Les perfs sont corrects, mais c'est pas le mieux. Mais ça fait le taf. Ça fait le taf. Pour leurs besoins, en tout cas, ça fait très bien le travail. alors, il y a un autre problème, si tu veux, sur la migration de ces bases, c'est que je ne pense pas honnêtement qu'il y ait beaucoup de clients qui vont migrer des bases, quelle que soit la volumétrie de leur base, s'il y a beaucoup de procédures stockées. Parce que là, la traduction des procédures stockées de l'un vers l'autre, c'est quasiment mission impossible. Moi, j'ai un exemple, il y a quelques années, d'une boîte, je ne me souviens plus, mais qui était dans le domaine de la publicité. Nouveau, j'avais fait des prestats SQL Server chez eux sur leur ERP interne pour leur mettre des caches. Bon, très bien, tout s'est bien passé. Et puis arrive un jeune DSI qui dit non, mais faut arrêter les conneries, on va tout faire avec du libre et compagnie. Donc, oui, j'ai besoin de vous pour faire une étude de comment on passe de SQL Server à Postgres. Donc, j'ai repris la base de données que j'avais encore chez moi. J'ai regardé les datas, les machins, les trucs. J'ai dit, écoutez, au niveau du modèle, c'est pas trop un souci. Du point de vue des requêtes, il y aura quelques transformations. Mais du point de vue des procédures stockées, il y avait 14 000 procédures stockées, dont à peu près 20% faisaient du XML. Je leur ai dit, là, vous en avez pour 10 ans de travail.
Cela dit, effectivement, il y a pas mal de clients qui, malheureusement, d'ailleurs, de mon point de vue, n'utilisent pas de procédures stockées et font utilisent des ORM, par exemple, qui sont censés être plus adaptés ou adaptables à un changement de back-end ou de base de données sous-jacente. Mais bon. Donc, Clément, tu disais 1 Tera. Ouais, j'ai eu une entreprise qui gérait des campagnes marketing automobiles chez des. Comment ça existe pas en France, je crois. C'est lorsqu'il y a des rappels. Vous savez, il y en a des rappels en France. Voilà, et lorsqu'il y a des rappels, il y a enfin, aux États-Unis, il y a une entreprise qui gère, en fait, qui dit aux concessionnaires, on va vous aider à ce que les rappels fonctionnent. Et en plus, grâce aux rappels, vous allez pouvoir vendre plus de voitures ou plus de services, etc. Et donc, ils disent OK, ils s'engagent sur ça et ils font du business. Et ils étaient sur Postgres. Mais franchement, combien d'utilisateurs simultanés? Tu vois ce que je veux dire? C'est des cas assez particuliers où c'est essentiellement documentaire. Donc, qui dit document dit beaucoup de data. Donc, c'est ce que a écrit Bruno, finalement. C'est 1 Tera de documents. Oui, enfin, il y a pas mal En fait, en tout cas, pour cette boîte, c'est beaucoup d'analytique qui est fait dessus. Parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des recherches croisées pour faire des campagnes marketing, en gros. Donc, en fait, il y a toute une phase de batch, d'insertion, de choses comme ça. Une phase de cleansing ou il y a des choses qui sont dupliquées ou je sais pas quoi. Et puis après, une phase de retour par rapport au concessionnaire pour qu'ils puissent envoyer, faire du mass mailing ou des choses comme ça. J'ai quand même mis une boîte aussi qui était en multi-tenant, c'est-à-dire qu'ils avaient des petites bases de données qui étaient sur SQL Server, qu'ils ont mis sur Postgres, parce que il y a ça aussi, ce qui intéresse pas mal ces boîtes, c'est que des petites bases de données Postgres, ça coûte moins cher que des petites bases de données SQL Server, dans le sens où ils aiment bien avoir du provisioning un peu différent. Donc, je précise juste. Je précise juste qu'on appelle multi-tenant, c'est en fait on a une base de données ou plusieurs bases de données parce qu'on va gérer sur le même serveur plusieurs clients. Oui, alors plusieurs sociétés. Ça c'est complètement débile. Je veux dire que moi, je passe mon temps dans les entreprises à dire mais arrêtez de multiplier les instances, ça ne sert à rien. Je peux donner un exemple précis. Je ne suis pas sûr qu'il parlait d'instance, mais de base de données à l'intérieur de la même instance, non? Je sais pas. J'ai eu tous les cas. Donc, cette boîte de médicale, elle avait une instance avec toutes ses bases de données. Mais j'ai des cas aussi où on a des instances avec un certain nombre de bases de données seulement pour des histoires de conformité et de localisation du client. Voilà. Donc, il y a des fois, quand même, on a des contraintes. Oui, mais même ça, moi, j'ai pas vu de problématique. C'est-à-dire que tu peux parfaitement isoler un groupe de bases de données par rapport à tout un tas d'autres, justement par le biais que maintenant tu peux te connecter directement à la base de données sans voir les autres. Enfin, non, mais ce n'est pas ça le problème. C'est que si la base de données est aux États-Unis et que l'entreprise, le client dit moi je veux pas qu'elle soit aux États-Unis, cette base de données, je veux qu'elle soit en France. Ah oui, ok. Ça, c'est un autre problème. Et donc, il y a pas mal de clients qui peuvent avoir 3000 clients et qui sont dans toutes les régions de la Terre. Et ils sont obligés comme de multiplier certaines fois les instances. Oui. Voilà, pour des histoires des SRE, en fait, de provisionner. Moi, j'ai eu ça effectivement aussi avec une grosse boîte française qui s'occupe du service achat de la plupart des très grosses boîtes, style Airbus et compagnie. Et effectivement, là, on a une obligation qui est un peu chiante d'avoir des bases de données déportées pour des questions de réglementation et compagnie. Ça, c'est compréhensible. Et de toute façon, on ne pourra pas l'éviter, quel que soit le système de base de données. Mais compte tenu que c'était des bases de données, la plupart du temps, de plus de 1 téraoctet, jusqu'à 60 téraoctets, voilà, c'est pas trop une problématique, parce que on ne saura pas faire, tu vois, dans du Postgres à ce niveau-là. Mais donc,
les limites, je vous les ai données, de prudence de SQL Server, de Postgres. Si vous êtes certain que... Et puis après, il y a des fonctionnalités un peu particulières qu'on trouve dans SQL Server qu'on ne va pas trouver par exemple, dans Postgres. Voilà. Par exemple, le column store. Alors, non, mais ça, c'est pas une fonctionnalité. C'est pas une fonctionnalité. Attention, il faut distinguer fonctionnalité. Par exemple, ça peut être l'étape temporelle. L'étape temporelle, actuellement, ça n'existe pas réellement dans Postgres. Il y a quelques tentatives un peu bricolées qui sont pas très très bonnes, qui sont toutes problématiques, coup de trigger, de machin, de bidule, et qui répondent à pas grand-chose. Bon. Il n'y a pas d'extension column store. Il me semblait qu'il y avait du stockage colonnaire sous forme d'extension. Alors, il y a Fujitsu, mais c'est payant. Et puis ça coûte la peau du cul. Voilà, donc à chaque fois tu tombes sur une base de données propriétaire qui est dérivée de Postgres. Et alors le problème, c'est que si tu veux à la fois le column store et le timescale et compagnie, tu es obligé d'avoir 2 bases de données, donc ça sert à rien. C'est pas très intéressant, quoi. Moi, c'est probablement pas le cas de Julien, mais moi j'ai le cas avec Google Cloud où Google Cloud a vendu la migration de SQL Server à Postgres. Oui, alors. Et donc en fait, il y a des enjeux commerciaux aussi qui font que il y a des entreprises qui imposent cette. Et j'ai eu le cas notamment d'une fonctionnalité de table temporale à migrer en Postgres. Eh ben, bon chance. C'était à coup de trigger. Principalement, et en effet, la fonctionnalité. Ça a été aussi à refactoriser. Alors, on fait beaucoup alors, c'est ça qu'il faut savoir, il y a beaucoup de refactorisation de code applicatif également. Que vous faites en tant que... On ne modernise pas juste Postgres à SQL Server, on doit moderniser le code. Enfin, moderniser. Alors, j'en profite pour parler d'un truc qui est un peu à côté, mais il y a souvent, on est dans l'open source, et ce qui n'est pas le cas de PostgreSQL, mais il y a certains moteurs qui changent de licence en cours de route, comme Redis, il y en a eu plein, comme InfluxDB ou des choses comme ça, mais souvent parce que les opérateurs de cloud se sucrent au passage, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser des moteurs qui sont open source avec des licences assez sympathiques, et vont vendre du service par-dessus sans reverser quoi que ce soit aux développeurs qui font les moteurs par derrière. C'était une remarque. Qu'est-ce que je voulais dire ? Alors, il y a un autre problème, mais qui est en général l'utilisation du free. La plupart du temps, les gens me disent « Ah oui, mais c'est vachement bien, c'est free, donc tu comprends, l'éditeur peut décider à tout moment d'arrêter la production de son SGBD, il peut décider qu'il abandonne tel truc, tel machin, etc. Bon, donc tu es à la merci d'un prédateur. » Bon, ok, ça c'est le discours des ayatollahs du livre. Moi, dans les faits, je constate exactement l'inverse. C'est-à-dire que plus je progresse dans Postgres, et plus je découvre un nombre hallucinant d'add-on. Alors, je ne sais plus quel est le terme consacré, parce que Postgres a un vocabulaire qui est totalement spécifique. Ça ne s'appelle pas des add-ons, ça s'appelle des contributions. Voilà. Le nombre de contributions qui ont été écrites à un moment donné, puis abandonnées en cours de développement, ou abandonnées au bout de 3 ans sans aucune correction de bug, etc. Mais c'est hallucinant. C'est-à-dire que je dirais aujourd'hui que 80% des contribs écrites dans Postgres sont en désuétude. Bon, ça fait plus que dans SQL Server, mais par exemple, les fonctionnalités de table de graphe dans SQL Server ne me paraissent pas avoir un futur très brillant. Je dis ça comme ça au passage. Bien, hein. Il y a eu même la recherche du plus court chemin, enfin, etc. Oui, il n'y a que ça, oui, c'est ça. Ouais. Oui. Mais enfin, oui, voilà. Moi qui travaille à Neo4j, c'est sûr que... Ah, bien sûr, tu aimes bien. Je trouve ça un peu drôle. Oui, c'est là où je voulais en venir d'ailleurs. Je pense aussi qu'il y a un petit frémissement, ou moi je le ressens un peu comme ça, c'est que sur SQL Server, on a attendu quand même une annonce de 2025, donc maintenant on sait que ça va s'appeler 2025 et ça va sortir. Et il me semble qu'on a aussi un petit peu des craintes par rapport à une stratégie cloud de Microsoft qui serait de dire peut-être qu'un jour, SQL Server on-prem on va dire non, on va changer la licence, on va être plutôt sur une licence locative. Enfin, il pourrait commencer à y avoir, je n'espère pas, mais des craintes sur l'évolution de la licence d'SQL Server, que ce soit on-prem, et les gens pourraient aller plus facilement vers Postgres en disant, au moins c'est du libre,
Et on ne va pas nous augmenter la licence comme peuvent faire des gens comme, je sais pas moi, Citrix, ou des gens qui tout à coup décident d'augmenter les coûts de licence de façon incroyable. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Une petite crainte par rapport à ça. Bah oui, moi je trouve qu'il y a une petite crainte quand même, parce que notamment, Microsoft aime bien aussi dire que c'est Azure First. Enfin, on a l'impression. Donc, plus en plus, on se demande si le on-prem va être mise au rebut. Alors, je voulais juste quand même partager un truc, parce que Clément, qui est le Neo de 4J, nous disait, oui, mais bon, les fonctionnalités de Neo 4J sont très en avance. Bon, alors, je vais dire un truc, j'aime beaucoup le graphe, et, il faut savoir que le GQL est en cours de normalisation, et par l'intermédiaire du comité de normalisation du SQL. Bon. Donc, il sera probablement intégré au SQL, c'est très intéressant d'ailleurs. Mais il faut quand même prendre compte de la réalité. Regarde où se trouve actuellement Neo4j par rapport à ça reste de la niche. base de données. Voilà. De niche. Ben voilà, j'ai aussi un problème avec les rankings de DB Engine. Hein. Il y a des moteurs qui sont très intéressants et qui ne sont pas au top du top, cela dit. De toute façon, popularité, et quand tu connais comment c'est foutu, ça ne veut absolument rien dire, puisque de toute façon, ça concerne essentiellement les sites qu'ils sont allés visiter et pas les autres. Bon. Et les sites qui sont allés visiter, c'est essentiellement des sites dans lesquels on pose des questions. Si on pose des questions, c'est qu'il y a deux problématiques. Non, pas forcément. Non, je suis pas d'accord. On a les offres d'emploi également. Et de toute façon, si on pose beaucoup de questions sur un moteur, ça veut dire qu'on l'utilise quelque part. Donc, je ne trouve pas si débile que ça le modèle de... Ça peut être un manque de documentation. Bon. Donc, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas grave. Quand on regarde la mauvaise documentation de Postgres, on rigole, quoi. Mais cela dit, on n'est pas sur Neo4j. Hein, je veux pas, on va pas dériver, mais Neo4j est aussi un moteur comme SQL Server. Non, pardon, c'est vrai. C'est un moteur qui ne se distribue pas, mais c'est un autre problème. SQL Server non plus se distribue pas à Postgres non plus. Mais est-ce qu'il y a des gens qui ont migré donc sur PostgreSQL des volumes relativement importants, quelques centaines de gigas, et qui sont contents ici dans cette assemblée? Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de dire que c'est bien? Les feedbacks que je t'ai donnés des clients que j'ai eus sont plutôt positifs. Oui, moi c'est pareil. Ils sont passés de Oracle à Postgre et aujourd'hui ils sont contents. SQL Server alors Postgre, ça se discute. Ah oui, pourquoi c'est quoi la différence alors? Bon, là, point de vue perf, il peut y avoir des trucs que tu as côté SQL que tu n'as pas côté Postgre. Tout à l'heure, j'ai parlé du Column Store. Par rapport à Oracle, c'est pareil. C'est juste que Oracle, il y a un truc qui a vraiment guidé le truc, c'est Much Money. C'est l'argent. Donc je précise pour les gens qui ne sont pas au courant, mais je pense qu'il n'y en a pas dans cette assemblée, c'est que les pratiques commerciales d'Oracle sont d'un autre âge. Mais c'est voilà. Autant côté. Tu dis qu'ils sont contents, mais sur quels critères justement? Parce que c'est relativement subjectif des fois. Alors, aujourd'hui, ils ont des performances qui sont peut-être un peu moins bonnes que ce qu'ils avaient sur du Oracle pur et dur. Par contre, ça leur coûte beaucoup moins cher. Et les performances que l'on a sont correctes par rapport à l'attente des applications qui est en face. Alors, pour illustrer un petit peu ce que dit Julien Pierre, Oracle est globalement encore plus mauvais que Postgres. Donc les gens ont parfaitement raison de passer du Oracle à du Postgres. Moi, quand je regarde les benchmarks officiels qu'Oracle interdit systématiquement dans ses licences, alors moi j'en ai relevé que quelques-uns, hein, c'est des trucs universitaires. Donc là, c'était l'université de Binus en Indonésie, sur le TPCH, qui est vraiment un truc officiel. Bon, alors Oracle est en bleu, je vais essayer d'augmenter un petit peu la taille du truc pour vous le... Merde, contrôle avec la molette de la souris. Oui, bah non, mais ça marche pas dans l'affichage Zoom, machin, c'est hyper chiant. On va mettre du 200%. Voilà, donc Oracle, pour info, est en bleu. C'est le plus mauvais de tous les GBD. Postgres est en bleu ciel, en bleu foncé. Hein. Postgres est en bleu ciel. Voilà, donc dans toutes les configurations, Oracle est quasiment le dernier. Donc voilà, Microsoft.
Sans doute, sans doute. Il y en a d'autres. Hein. Un minimum. La plus rigolote, c'est la comparaison des performances des fonctions dont je parlais. Oracle arrive dernier, mais vraiment dernier dans les performances des fonctions utilisateurs. Postgres, il est vraiment mauvais, mais un peu moins. Voilà, donc quand on regarde, je dirais, les comparatifs qui ont été faits entre tout un tas de systèmes. Alors, le truc n'est pas orienté Oracle, hein, donc vous le verrez pas. Mais grosso modo, Oracle aujourd'hui, au niveau relationnel, c'est une merde finie. Ça n'a de toute façon jamais été un moteur performant. Et ça, depuis l'origine. Je vous rappellerai que dans les années 80, Dorsey, qui était un universitaire, avait fait un benchmark montrant que Oracle était le plus mauvais des SGBD, ce qui a valu une colère noire à Larry Ellison, qui a décidé de mettre dans ses contrats qu'il était interdit de faire des benchmarks et de les publier, et que les universitaires de cette université, dont je ne me souviens plus le nom, seraient interdits de mettre les pieds dans Oracle, quoi. Donc voilà, il faut savoir que Oracle, en fait, ils ont jamais, ça n'a jamais été leur kiff, la perf. Hein. Et là où ils sont pas mauvais, c'est la performance transactionnelle, purement transactionnelle, mais la performance globale sur l'ensemble des requêtes, ils sont toujours relativement moyens, voire de plus en plus médiocres, parce que ça les intéresse plus, ils sont sur autre chose. Alors, ok, j'aimerais bien, on pourrait avancer un petit peu, mais juste avant ça... Il ne reste plus que 2 minutes. Non, 18h30, si ça vous va. Ah, ben ça va. Vous n'êtes pas obligé de rester, mais j'ai prévu 1h30. Sur peut-être des sujets plus concrets. Mais juste avant, oui, moi, quand même, j'évolue pas mal. J'ai des clients. On a tous les mêmes clients, ils sont pas forcément, c'est pas des bêtes en base de données, mais ils ont des développeurs, des équipes de développement qui disent bon, je passe à PostgreSQL. Et puis les problèmes de performance que j'ai eu moi modestement avec PostgreSQL, c'est juste avec Postgres, c'est des gens qui font des tables sans index, et puis c'est lent, puis tu leur fais un index, et puis ça va plus vite, et puis ça le fait, quoi. Donc, d'un point de vue de développement, moi je trouve que de l'extérieur, comme ça, je pratique très peu Postgres, je trouve que la richesse fonctionnelle est assez jolie, c'est-à-dire on a ça respecte bien la norme SQL, on a énormément de... ce que j'aimerais avoir dans SQL Server, par exemple, c'est une CTE, enfin une expression de table, with, avec la possibilité de la matérialiser. Donc, je vous explique le contexte. Vous pouvez faire en préfixe d'une requête une instruction with, qu'on appelle dans SQL Server une CTE, mais ce n'est pas le nom qui est dans la norme SQL, peu importe. Et puis, on met une sorte de sous-requête prédéfinie et nommée. Mais on ne peut pas forcer le moteur SQL Server à calculer le résultat de cette requête avant de l'insérer dans la requête qui est en dessous. On est obligé de faire une table temporaire avec un dièse, nous, dans SQL Server. Dans Postgres, on peut dire matérialise là, et il l'a fait avant. C'est des fonctionnalités comme ça. Je trouve qu'au niveau du langage SQL, il y a une richesse. Oui, ce qu'on appelle les writable CTE. Bon, oui, c'est pas mal, mais c'est souvent parce que le moteur est déficient et que passer un certain nombre de... dans SQL Server, j'aimerais bien l'avoir de temps en temps quand même. Ouais, ouais. Moi aussi, ça m'aurait fait plaisir dans un certain nombre de cas. Mais en fait, les cas où tu t'aperçois que c'est nécessaire, c'est essentiellement parce qu'il y a dans la requête quelque chose qui brise l'aspect de fonctionnement ensembliste et de traitement ensembliste des données. Moi, je l'ai eu, par exemple, dans une requête à l'intérieur duquel j'avais du XML. Donc, effectivement, le XML, automatiquement, ça te remettait en ligne à ligne et ça pourrissait le système. Bon. Non, moi, ça m'arrive souvent, mais on va pas entrer dans le débat, mais ça m'arrive souvent parce que y a beaucoup de jointures et puis que l'optimiseur fait un timeout et qu'il n'arrive plus à s'en sortir. Mais ça peut être... Et la requête doit être réécrite. Mais après, quand vous êtes dans une équipe de développement et que vous dites ouais, d'accord, mais prenons 3 jours à réécrire la requête, mais à la place, on pourrait juste mettre materialized, on peut comprendre. Oui, mais on ait envie d'aller vite. En fait, tu vas vite, mais tu bloques le système et dans quelques temps, il répondra encore pire, donc c'est pas évident, quoi.
D'ailleurs, c'est pour ça qu'existe maintenant le Query Store qui permet justement d'améliorer les plans de requête par apprentissage. Donc ça, c'est plutôt intelligent et c'est là-dessus que Microsoft est vachement gagnant, dans le sens où je n'ai plus à me préoccuper vraiment trop de l'écriture. Je me fais en édition entreprise quand même, pour la plupart de ces fonctionnalités. Non, le Intelligent Query Processing, oui, il y a beaucoup de choses qui sont en édition entreprise. Oui, mais la correction automatique des plans de requête, elle est en édition standard aussi. Non, là, tu parles de deux choses. Alors, si tu parles de correction automatique des plans de requête, tu parles d'Intelligent Query, on parle d'SQL Server, pardon, d'Intelligent Query Processing, c'est-à-dire des feedbacks en général. Oui, mais la plupart de ces feedbacks, tu me corriges, Julien, si je me trompe, sont en édition entreprise. Les feedbacks, oui, mais la correction des plans, oui. Mais c'est quoi la correction des plans? C'est qu'il te choisit, in fine, il te choisit le meilleur plan de requête dans l'ensemble de tes requêtes. Il y a ça dans quelle version? Je dis une connerie, les enfants, ou pas? Dans la version 2022. Il te corrige les plans de requête? Oui. Non. Normalement, si, parce qu'avec le Query Store, il vient apprendre en fait dans le. Non, mais c'est du feedback. Oui, c'est du Query Store feedback. Pas bon, ok. Ça, c'est en Enterprise. Pas que. Il y a certaines fonctionnalités qui. Enfin bon, ok, d'accord. Mais je pense bien, j'imagine bien que l'optimiseur de l'entreprise, comme l'a dit Fred tout à l'heure, enfin comme tu l'as dit Rudy, pardon. Ouais. Mais tu as des parties qui existent déjà sur la version standard, sur le Query Store feedback. Voilà. Mais il y en a certaines qui sont très intéressantes. Et qui sont le DOP feedback, typiquement, le DOP feedback, il est sur l'entreprise. Et donc, oui, là où je voulais en venir, c'était juste une remarque, c'est que j'aime bien la richesse fonctionnelle qu'il y a dans Postgres, et je peux trouver ça intéressant pour une équipe de développement de dire, j'ai des fonctionnalités comme, alors, on le sait que ça va sortir en 2025 dans SQL Server, mais comme les expressions rationnelles ou régulières, si vous préférez, qui sont quand même assez pratiques, même si pour les performances, c'est pas idéal. Mais c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore dans SQL Server, et parfois on doit attendre pas mal de temps pour avoir ces fonctionnalités. Mais si j'en viens à mes petites questions un peu concrètes, donc ça, vous m'avez dit, grosse production ou pas, ça s'est bien passé, oui. Vous avez fait comment? Alors, il y a une couche qui, à mon avis, où je vais juste regarder, qui ne marche pas, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui permet de traduire à la volée du code Transact SQL vers du Postgres. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous voyez de quoi je veux parler? Une sorte de proxy, bon, peu importe. Et il n'y a pas de... Le Babelfish. Oui, c'est ça, ouais. Babelfish, merci. Ouais, c'est ça. Ouais, ça m'a pas l'air génialissime. Donc, l'idée de Babelfish... Ouais, c'est ça. L'idée de Babelfish, ce serait de dire, on envoie une requête SQL à Babelfish, SQL Transact SQL pour SQL Server, puis lui, il va la changer en temps réel en une requête que PostgreSQL va comprendre quand il y a des syntaxes qui sont pas les mêmes. Bon, ça n'a pas l'air extraordinaire. C'est valable pour du code extrêmement simple. Ouais. Il y a des limitations assez folles. Donc, dès qu'on sort des sentiers un tout petit peu battus, c'est bien que ça existe. Pour certains clients, ça doit suffire. Mais en effet, ils vendent ça à fond pour leur RDS. Et après, c'est bizarre, en fait. Tu as besoin d'un DBA SQL Server et puis un DBA Postgres, quoi. Mais maintenant, je dis une bêtise, mais vous prenez du code, vous prenez une procédure stockée Postgres SQL Server, vous la mettez dans ChatGPT ou autre chose, et puis vous dites, ou dans GitHub Copilot, il peut vite réécris-moi ça en du Postgres, ça pourrait être pas mal. Bon, d'accord, ok, je vais lancer une polémique. Tu sors. Je me tais. Pour info, je vais vous donner quand même quelques petites choses. Est-ce que Agicarco, ça vous dit quelque chose? Bon, Agicarco a fait une expérience malheureuse et est en train de le payer très très cher, et grâce à vous, je vous remercie tous, puisque ce sont vos cotisations de retraite cadre. Agicarco est passé d'une base de données IBM DB2 à une base de données Postgres, et depuis maintenant 4 ans, ils sont dans une merde noire, avec l'embauche de plusieurs spécialistes Postgres pour essayer d'avoir des temps de réponse qui soient corrects. Tout le monde s'en plaint à l'intérieur d'Agicarco, rien n'est fait. Oui, mais c'est peut-être aussi que le projet a été mal... Enfin, c'est clair. Souvent, malgré le SGBD qui est derrière, il peut y avoir des projets de refonte de SI qui sont, disons, un peu mal gérés. Non, mais c'est clair. Une base de données de
de plus de 1 teraoctet dans IBM DB2 en mode compressé qui passe à 4 ou 5 teraoctets dans Postgres, voire beaucoup plus maintenant, c'était totalement illusoire d'avoir la moindre performance là-dedans. Ça, c'était juste pas possible. Bon, plus le nombre d'utilisateurs, plus tout un tas de choses. Donc voilà, on rigole. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ta critique d'Oracle sur la. Oui, je sais, oui. J'ai déjà commencé à répondre. Ah oui. Tu fais deux choses en même temps. Je n'ai pas le temps de tout faire. Un deuxième exemple, c'est un énergéticien dont je tairai le nom, puisque je n'ai pas encore les éléments pour le dire, qui travaillait avec Postgres et actuellement étudie le fait de passer à autre chose que Postgres, parce que ils sont dans des temps de réponse qui sont insatisfaisants, quelle que soit leur façon de faire. Et pourtant, ce sont des gens qui sont très attachés à l'open source. Mais comme ils sont, je dirais, aussi dans l'écologie, il ferait peut-être bien d'avoir aussi le réflexe écologiste en se disant ok, bon, on n'a pas payé de licence jusqu'ici, on va peut-être devoir en payer pour consommer moins de ressources, de machines, de ceci et de cela, quoi. Bon, juste quelques questions concrètes. Si je passe à PostgreSQL, je prends un client, j'ai une grosse base de données. Déjà, comment est-ce que je migre mes données de SQL Server vers PostgreSQL? Alors, il y a des outils qui existent pour faire cela, qui sont plus ou moins bien. Mais moi qui ai fait des migrations, finalement, je préfère faire mes custom. Donc, tu scriptes. Outils. Moi, j'ai la même expérience. Je fais une rétro-ingénierie de la base de données avec PowerMC et je la remets en Postgres. Oui, mais après, les données, tu exportes en CSV? Tu fais de l'export d'une manière quelconque, quoi. Ouais. Tout dépend s'il y a du downtime ou pas, tout ça, mais après, tu peux faire des scripts qui te permettent de paralléliser si tu as besoin, quoi. Alors moi, j'avais utilisé, je crois que c'est PG Loader, non, qui a un programme qui est écrit en... Et j'avais des problèmes, c'était pas extraordinaire, mais c'est un projet intéressant. Il y a un très bon truc qui s'appelle SSIS dans SQL Server. Très bon truc, SSIS, je ne rentre pas dans le débat, alors. Parce qu'il y a un autre débat SSIS Azure Data Factory. Mais enfin, bon, Non, mais SSIS, c'est un très bon truc, ça je vais me retenir. Ok, oui, Souleymane, tu levais la main, c'était pour dire que tu n'étais pas d'accord avec Fred sur ce qu'il disait sur Oracle, c'est ça? Oui, bien sûr, c'est ce qu'il disait qu'il veut que je sois d'accord avec lui. Puis bon, je suis quand même, il me semble qu'il n'a pas d'expérience pratique, surtout en production, sur des bases de données Oracle. Moi, personnellement, j'ai eu la chance, en toute humilité, d'utiliser plusieurs HBD pour plusieurs clients. Et ce qu'il dit, je suis vraiment dépassé de voir qu'il me dit, hormis les racks et les Exadata, qu'il n'y a pas de performance. Je suis totalement opposé à ça parce qu'on a plusieurs environnements qui sont même en monnaie instance, qui ne sont pas en rack, d'ailleurs, avec Oracle, c'est les environnements les plus stables, les plus robustes et avec plusieurs terras de données. Pourtant, quand on a sur les autres RGBD qu'on atteint ce niveau de données, les clients commencent à se plaindre. Souvent, on met en place des mécanismes de pur d'archivage, tous ces trucs-là. Mais bon, chacun donne son expérience par rapport à ce qu'il a vécu. Même en termes de fonctionnalités, la richesse des fonctionnalités de Oracle, ce n'est pas comparable à tous ces RGBD dont on est en train de citer. Donc, moi, je ne sais pas quelle est la source de ces informations qu'il donne aujourd'hui, là. Il faut comprendre aussi, je réponds à sa place, mais Fred, parfois, est un peu polémique aussi. Je ne connais pas Oracle, donc moi, je ne sais pas. Alors, pour info, moi, j'ai travaillé avec une boîte qui était une SS2I qui faisait tous les systèmes de base de données. Et je n'étais pas spécialiste, je n'étais pas dans le pôle Oracle, mais j'ai eu à travailler sur plusieurs bases de données Oracle. J'ai eu aussi quelques camarades, je dirais, d'écoles d'ingénieurs et compagnie qui ont travaillé à différents niveaux, et notamment deux qui ont été dans les tout premiers data centers, je dirais, dans les années 2000. 90-2000. Le truc qui était intéressant, c'est qu'à partir, on va dire, des années 2005-2008, la stabilité des produits SQL Server était nettement supérieure à celle d'Oracle. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il en est, puisque ça fait un petit moment que je ne m'occupe plus vraiment d'Oracle. Je le vois de temps en temps dans différentes boîtes.
La deuxième chose, c'est que j'ai travaillé avec des entreprises qui ont aussi du Oracle, et de temps en temps, je devais effectivement non pas m'occuper de serveurs Oracle, mais d'avoir des interactions avec des gens Oracle, et donc de voir un petit peu ce genre de choses à la manœuvre, de discuter, etc. Globalement, tous les tests que l'on fait, je dirais, en comparaison avec Oracle, à un moment donné, j'ai fait des benchmarks Oracle SQL Server. Grosso modo, je suis désolé de le dire, avec une même machine, avec une configuration faite par mon ami Richard Gaillard, qui est un grand spécialiste Oracle, qui fait de l'exadata pour la Poste, donc c'est pas un petit truc, eh bien, je suis désolé de le dire, mais à peu près 70% des requêtes SQL un petit peu compliquées sont bien moins performantes sous Oracle que sous SQL Server, avec des volumes assez importants. Bon, ça ne veut pas dire que Oracle est mauvais globalement. J'ai dit qu'Oracle était meilleur au niveau transactionnel. C'est le seul point sur lequel, là, il n'y a pas de contestation à avoir. Sur le plan de la complexité des requêtes, il est nettement moins bon. Il faut sans arrêt rajouter des indicateurs de requêtes pour corriger les requêtes qui sont assez mauvaises. Voilà. Bon, et en plus, on n'est pas sur le... C'est pas trop le sujet du truc. Mais moi, ça me pose toujours un problème, tu vois, de dire tel moteur est mauvais, l'autre est bon, il y a toute une série de points, mais on n'est pas là-dessus. Oui, je voulais continuer sur mes questions un peu concrètes. Donc, je migre, migrer les données, ok, on le fait à la main. Il n'y a pas vraiment d'outils. Moi, j'avais utilisé un outil commercial. J'en ai utilisé un ou deux. Parfois, c'est pratique, mais je pense que c'est pour des petits volumes. Et puis, c'est une fois. Parce qu'après, on ne peut pas faire de migration continue. C'est aussi ça. Quand on veut migrer, à un moment donné, on veut changer. Bah non, on ne peut pas changer de système de toute façon, puisqu'il faut réécrire le code. L'optimisation. Comment vous voyez des plans d'exécution dans Postgres? Est-ce qu'il y a un outil qui permet de les afficher graphiquement? Je ne sais pas, par exemple, dbeaver. Je n'ai pas regardé, d'ailleurs. En général, moi, je trouve ça très pratique de pouvoir visualiser un plan d'exécution graphiquement avec les outils dans Management Studio ou autre. Même Visual Studio Code maintenant. Regardez l'extension MS SQL de Visual Studio Code, elle est vraiment bien. Je pense que Microsoft, Azure Data Studio, ils sont un peu en train de revenir. Bon, bref. Et on fait quoi dans Postgres? Il faut pas trop le dire, ce truc-là. Ouais, non, d'accord, mais je le sais pas, hein, il m'a semblé le constater. T'es pas au courant, moi non plus, je suis pas au courant. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut voir des plans d'exécution graphique jolis avec un outil pour PostgreSQL? Moi, ça m'intéresse. Il me semble que ça existe dans PGAdmin. Moi, j'ai capturé des... Dans PGAdmin, tu peux. Je ne le fais plus, mais dans PGAdmin, tu les as, les plans graphiques. Oui, okay. Alors, ils sont moches, hein. Ils sont moches. Non, mais malgré tout, il est plutôt bien, l'outil PGAdmin. C'est pas un SSMS. Il est tu connais SSMS. Il est hyper je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Ok. Et ok, donc est-ce qu'il y a des hints de requêtes d'ailleurs? Ça marche plutôt pas mal. Non. Moi, je connais pas. Pas de hint. J'ai pas fait. On peut pas forcer l'optimiseur à faire quelque chose. Par exemple, à forcer l'ordre des jointures si on a envie. Il faut savoir que c'est un des points qui me fait toujours marrer, mais à outrance, c'est que les développeurs du noyau, dont Tom Lane, etc., te disent « Ah non, mais on veut absolument pas que ce soit mis dans Postgres. » Bon. En fait, quand tu analyses la chose, il faut savoir la raison pour laquelle. C'est que ça existe dans Entreprise DB, qui est une version payante, et que Entreprise DB a dit si jamais vous mettez les hints, moi, je vous paye plus. Donc, ça veut dire que c'est un chantage qui permet de vendre du Entreprise DB pour tout simplement parce qu'il y a des hints, il y a 3 bricoles de plus dans Entreprise DB qui font la différence avec la version communautaire. Voilà, donc il y a des blocages qui sont des points de blocage qui sont honteux quelque part. C'est-à-dire, je suis communautaire, mais j'ai besoin de fric, quoi. Donc moi, ça précise. Ouais, pardon, je précise les hints de requête, ce dont on est en train de parler, c'est le fait de pouvoir mettre dans une requête select des indications pour dire, fais-le plutôt comme ça, utilise tel algorithme pour faire la jointure, ou voilà. C'est parfois pratique, mais c'est un peu plus avancé, effectivement, pour les développeurs, et c'est un peu notre boulot, parfois, de dire « Ah, l'optimiseur n'arrive pas à faire un bon travail, et moi, je vais lui demander de le faire d'une certaine façon. »
Et le partitionnement, moi j'ai bien aimé alors pour le coup, mais je sais que toi Fred t'aimes pas trop le partitionnement dans Postgres, mais j'ai bien aimé le système de partitionnement qui est en fait de faire des sous-tables Ouais, moi j'aime bien. par partition. Je trouve ça plutôt pas mal. En fait, pour moi, c'est une imbécilité totale, puisque Voilà, ça oblige à créer de nouvelles tables. Or, un des principes fondamentaux dans une base de données, ça fait partie des règles de code, et il a parfaitement raison, c'est je ne dois pas mélanger les aspects physiques et logiques. Autrement dit, Mais si elles sont je- cachées et- ces tables. mais non, quand tu fais la liste d'étapes, tu les Oui, vois. tu peux les voir, mais je veux Ah dire, t'es oui. pas obligé de les utiliser, tu la crées C'est à un moment donné. exactement comme les colonnes cachées à l'intérieur de toutes les tables, c'est une aberration totale. Donc, pour moi, un partitionnement doit être purement au niveau administratif et jamais au niveau logique. Tiens, par Et rapport à ça, d'ailleurs, est-ce qu'il y a un row number dans les tables un row num ou quelque chose dans les tables de Postgres ou pas? non, il n'y a pas de renum. Ok, d'accord. On peut obtenir les informations d'une manière très particulière, mais il n'y a pas réellement de renum. C'est le CTID, il me semble, qui permet d'avoir Donc, à part le fait que c'est ce pas soit pas réellement un beau, renum. ouais, pardon, à part le fait que ce soit pas beau parce qu'effectivement, on crée des tables alors qu'on gère pas des partitions cachées, est-ce que fonctionnellement, c'est intéressant de partitionner sur Postgres? Bah, ça pose pas mal de problèmes. Ça n'a pas un grand intérêt, puisque comme il ne fait pas de parallélisme, tu vas scruter les partitions de manière séquentielle. Oui, mais il peut les éliminer quand même, non? Peut-être. Ah, mais non, non, si. Bah, tu as un sens, critère de partitionnement, par exemple, sur une colonne date, et toi, tu vas chercher seulement les données de 2024. Il va se rendre dans la partition 2024. Évidemment, si tu as un critère de partitionnement, pas de souci. Mais ce que je veux Comme dire dans par là, SQL c'est. Pardon? Comme dans SQL Server, tu vois. Y a pas... Oui, mais en ce qui concerne, si tu, alors, il faut que la majorité de tes requêtes passent le critère de partitionnement, mais s'il ne le passe pas, il ne scrutera pas les partitions en parallèle, il va faire du séquentiel, et ça coûte encore plus cher que si tu n'avais que la table. Bon, c'est quand même assez limité, quoi. Clément, tu as une autre expérience contribution. Sur la partition, j'ai eu plutôt des bonnes expériences. C'est un des trucs qui m'intéresse pas mal parce que là, on touche au cœur du commercial de SQL Server où une fonctionnalité par exemple, de fédération de serveurs. Moi, je sais que sur Cloud SQL, j'ai fédéré N serveurs. Ça, c'est encore une autre technique, la fédération. Ouais, mais c'est ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas besoin d'aller sur l'édition entreprise. En fait, ce qui m'embête, c'est qu'il y a pas mal de fonctionnalités sur SQL Server qui peuvent commencer à coûter cher. Excuse-moi, Fred. Non, c'est moi. Tu avais redémarré. Oui. Non, je disais juste sur le partitionnement de Postgres que il n'était pas du tout générique. Donc, si tu as 25 tables à partitionner, il faut que tu recrées 25 fois les mêmes mécanismes de partitionnement, alors que dans SQL Server, moi, par exemple, j'ai eu à faire le partitionnement de créer une base de données partitionnée pour la comptabilité de tous les magasins Leclerc. On a créé un système de partitionnement, c'est-à-dire que tu as 2 objets à créer, et à partir de là, on a partitionné, je ne sais pas si tu te souviens, puisqu'à l'époque, je crois que tu étais un petit peu dans le coup, on a partitionné 40 tables avec un seul mécanisme de partitionnement. Et quand on migre, et pareillement, on ne sait pas migrer, par exemple, des partitions dans Postgres sans bloquer toutes les tables. Alors ça, c'est quand même assez bluffant, le partitionnement dans SQL Server par rapport à ce que fait Postgres. Postgres est très, très en retard. Et il y a encore quelques versions, tout était à faire manuellement, c'est-à-dire que si tu avais les 30 tables à partitionner, enfin 30 partitions à faire, il fallait que tu fasses 60 triggers et tout le travail. Enfin, qu'est-ce que je dis plus que ça? Il fallait que tu écrives autant de triggers, de machin, de trucs, de bidule. Donc c'est l'horreur, quoi. Et il n'y a pas aussi la compression, il n'y a pas la possibilité de mettre des partitions en read-only. Alors, ce qui est très intéressant dans le partitionnement, c'est de pouvoir isoler les lignes chaudes des lignes froides, les data chaudes des data froides, partitionnement sur la date, et puis dire aux trucs qui ont plus de 10 ans, allez, je te mets ça sur un stockage de merde en mode compressé en read-only. Avec les groupes de fichiers. Donc, on peut mettre des partitions dans des table space dans Postgres quand même. C'est des sous-tables, oui, on peut le faire, j'imagine. Mais on ne peut pas les compresser, d'accord. On ne peut pas les compresser, on ne peut pas les mettre en read-only, etc., etc. Et de la réplication, j'ai mis mes petites questions. De la réplication, ça fonctionne comment dans PostgreSQL?
Donc dans SQL Server, on a de la réplication transactionnelle qui date un peu, que beaucoup de gens utilisent et que ça m'est déjà arrivé de le dire, ce serait bien que ce soit refait, mais bon. Parce qu'on a du snapshot et on a Service Broker. Pour moi, Service Broker, c'est peut-être le meilleur système de communication de données, parce qu'il est ultra souple, et tu peux répliquer vers des bases de données qui n'ont pas du tout la même structure. Ouais, mais faut coder pas mal, quoi. Enfin, t'appuies pas sur un bouton. Non, le service broker, tu dois décomposer ta structure pour pouvoir l'envoyer par message et la recomposer de l'autre côté quand même. Il y a du code, mais nous on a écrit par exemple pour le Club Med un truc super générique à coup de XML en disant on a une structure X sur les villages vacances, on a une structure Y sur le Central Paris. Il faut que X aille dans Y, mais on a programmé 2 procédures stockées, une de départ, une d'arrivée. Elle s'occupe de toutes les tables, il y a, je crois, 160 tables répliquées, et les tables n'ont pas la même structure du village vacances au truc machin. On a juste une table de correspondance entre les deux pour dire comment on découpe ça, comment on met ça, etc. Oui, enfin, pour répliquer une table qui aurait la même structure, fabriquer du XML entre les deux, ça me ferait un peu mal. On l'a fait en XML, on aurait dû le faire en JSON maintenant, mais bon, à l'époque, c'était du XML. Mais voilà, donc il y a quelqu'un qui dit tu arrives à vendre le code en XML. Bah oui, ça fait quand même pas loin de 40 ans que je travaille dans le domaine des bases de données. Oui, je suis un vieux con. C'est juste que je vais prendre ma retraite. Non, mais Clément, dis-le tout de suite. C'est dur, les clients ont du mal maintenant avec le XML, quoi. Oui, alors c'est une connerie. Mais dans Service Broker, tu leur dis pas, en fait, tu le fais le truc et ils savent pas que c'est du XML. Il y a juste un truc que tu oublies et qui va être très bien, je crois, dans la version 2025, c'est que le XML aujourd'hui est indexable dans SQL Server et ça fonctionne très très bien, ça a des performances bluffantes, alors que le JSON ne l'est pas. Par contre, je crois que ça arrive en 2025. Oui, on n'a pas le droit de le dire, je sais pas où on en est, mais le JSON risque d'être nettement amélioré. Mais ça commence à être communiqué de toute façon, je l'ai vu de... Courant de rien, moi je sais pas de quoi vous parlez. Mais je crois que j'ai vu un post de Bob Ward en plus sur... j'ai vu des posts sur LinkedIn, donc... Ça commence par Bob et ça se termine par Ward. Et oui, effectivement, c'est plus ou moins public sur son blog. Il y a des améliorations du JSON en 2025. C'est sûr. Donc 2025, qui sortira en 2025. Oui, on a jusqu'au 31 décembre. Moi, j'ai toujours fait la blague à Fred. On a jusqu'au 31 décembre de l'année en cours pour sortir. Et c'est en plus, on a le fuseau horaire. Alors, non, le JSON n'est pas indexable en Postgres. Seule une extraction du JSON l'est via le JSON B, de l'index en fonction. Non, le JSON n'est pas indexable. Non. Ah, indexable l'intérieur. Non, d'accord. Okay. Mais non, ça c'est une connerie. Et je vois très souvent cette connerie de gens qui me disent ah oui, Postgres c'est indexé du XML. Non, il sait extraire une information d'une branche d'un point de vue statique pour l'indexer. Quant à faire de l'indexation dynamique, c'est-à-dire d'avoir des documents tous différents avec la document XML et de pouvoir quand même les indexer, ça n'existe pas de la même façon dans JSON, ça n'existe pas dans Postgres. Ils ne sont pas incapables de faire ça. Déjà, dans Oracle, c'est un vrai bordel pour créer des index XML. Un jour, allez vous amuser à regarder la syntaxe de l'indexation XML, vous allez rigoler. Il reste 3 minutes. Bon, voilà. Donc, il faut arrêter de mentir. En 3 minutes, j'aimerais que vous puissiez me dire, est-ce que les sauvegardes, c'est bien ou c'est pas bien? Est-ce qu'on fait de la haute disponibilité ou pas? Ça n'est pas des sauvegardes. Je voudrais quand même. Non, mais ça me. On est d'accord, Fred. On est complètement d'accord. Moi, je peux même dire un peu autre chose. Globalement, côté admin, on va dire que Postgre est peut-être un peu moins bien fini que SQL Server. Enfin, moi, c'est le point de vue. Après, c'est peut-être parce que j'en mange depuis plus longtemps. Mais globalement, c'est plus facile à prendre en main. Même on a des plans de maintenance, des choses comme ça côté SQL, notamment avec Scafeola. C'est super simple à mettre en place. Côté Postgre, c'est un peu plus complexe. On est d'accord qu'un ça se fait. On est d'accord qu'un backup PostgreSQL, c'est un dump SQL. Oui, c'est un dump. Mais donc, ça veut dire qu'il n'est pas transactionnellement cohérent. Si, il l'est, mais à condition que tu te sacrifies. C'est-à-dire qu'en fait, on bloque la base de données. Oui, donc mais d'accord. Non, mais on verrouille la base. Mais c'est transparent pour l'utilisateur. C'est-à-dire que les utilisateurs, leurs modifications, elles ne sont pas complexes. Voilà. C'est plus complexe. Ça peut te péter à la gueule sur les grosses bases, ça c'est clair. On en revient à dire ce que je viens de dire juste avant. C'est que c'est plus complexe côté Postgre.
Et donc, sur des petites bases, j'ai presque envie de te dire, il n'y a pas de problème. Mais dès que tu commences à attaquer des grosses volumétries, c'est là où je rejoins Fred sur ce qu'il disait tout à l'heure. Sur des grosses volumétries, généralement, les clients, ils ont tendance à vouloir rester, surtout quand ils sont sur du SQL Server, à rester sur SQL Server. Bon, mais c'est bien SQL Server. Donc la haute dispo, basculement automatique, ce genre de choses, il y a quelque chose? Non. Alors, il y a moyen de mettre en place, mais Ouais. de manière manuelle pour faire de la bascule automatique. Ouais, il n'y a pas de basculement automatique dans Postgres, ça n'existe pas. Il y a un problème d'effet qu'on voit aussi si on met plusieurs nœuds. C'est-à-dire qu'en fait, dans Postgres, quand tu as de la réplication de nœuds, tu as un nœud qui envoie en synchrone au premier nœud, qui lui-même envoie en asynchrone. Tu n'as pas le droit d'avoir plusieurs nœuds synchrones. Je crois que tu en as deux peut-être. Un deuxième nœud qui envoie au troisième, qui envoie au quatrième. Donc tu as un effet qu'on voit, si un nœud se perd, tout le système se casse la gueule. Donc c'est vraiment un peu patatoïde comme système. Voilà. Et la supervision, il y a des métriques qui sont intéressantes. Est-ce que le moteur fournit des métriques qu'on récupère et qu'on supervise comme on les a Tu peux récupérer dans les logs, tu as pas mal de choses que tu peux récupérer malgré tout, mais c'est peut-être un peu plus, encore une fois, c'est aussi un peu plus complexe. Enfin, après, ça dépend de non, mais tu as le droit l'usage, de dire, hein. Mais c'est un peu plus complexe. C'est ce que encore une fois, je dis les choses. Ça marche bien. Si je peux synthétiser, ça marche bien, ça fait le boulot. Si on a à comparer le fait que déjà ce soit gratuit par rapport à un produit qui est payant, par rapport à ce qu'il fait, c'est déjà très bien. Et moi, j'ai plein de clients qui l'utilisent en prod et ils ont des perfs qui sont corrects. Ça marche plutôt très très bien. Donc moi, c'est pas un mauvais produit. Les deux produits sont très bien. Si on compare. Et donc, puisque tu es là-dessus, qu'est-ce que tu aimes bien dans Postgres? Qu'est-ce que j'aime bien? La simplicité. Dans quel sens? Dans quel sens? C'est assez simple à mettre en place. Enfin, moi, je le vois surtout okay. sur Azure. C'est léger. C'est assez simple. C'est léger. Tout de suite, tu arrives à pouvoir mettre en place ta base avec des performances correctes, sans aller chercher trop loin. Et tu as des outils à côté qui sont plutôt bien finis. Tout à l'heure, on parlait de PGAdmin, c'est lourd en termes de ressources, à prendre la ressource. Par contre, c'est intuitif à prendre en main. Moi qui faisais du SSMS avant, je l'ai pris en main facilement. Sauf la dockabilité des fenêtres qui est vraiment merdique. Non, mais voilà, après, tu as toujours des détails. Mais globalement, ça se prend plutôt bien en main. Tu as d'autres outils, c'est pas toujours la même histoire. Si, voilà. Merci beaucoup. Il y a d'autres. Alors, je sais que tu partages un truc, mais je voudrais quand même demander à l'Assemblée ou à Clément ou à qui veut d'ailleurs, qu'est-ce que vous aimez bien chez Postgres? Il y avait Bruno aussi, peut-être? Je sais pas. Alors, moi, je trouve que c'est quand même assez complet par rapport à un outil qui n'est pas très cher. C'est pas payant. Bah oui, il faut le dire. Enfin, Moi, je dirais que pour l'apprentissage, pour du pur relationnel, pour des bases moyennes et compagnie, c'est l'outil idéal. C'est l'outil idéal parce que pour des trucs pas trop complexes, c'est l'outil idéal parce qu'il est léger, il est pratique, il est gratuit. Voilà. Toi, t'en veux pas en production, quoi. Non, mais j'ai pas du tout dit ça. Merde, arrêtez de me faire dire ce que j'ai pas dit. Quand vous faites vos rendez-vous médicaux, c'est sur Postgres. Doctolib, oui, c'est sur Postgres. Oui, je sais que non, mais attention, Le Bon Coin, par exemple, c'est sur Postgres, sauf qu'ils ont 70 serveurs en parallèle. Donc, il faut arrêter les conneries. Me dire que. Ouais. Et avant, ils étaient sur SQL Server. Pardon? Doctolib, c'est sur AWS. Oui, en plus, voilà, c'est sur un moteur amélioré. Non, mais il y a de plus en plus de sites qui vont sur Postgres parce qu'ils ne sont pas très gros, etc. Et en fait, Doctolib, c'est pas du transactionnel. Enfin, c'est pas hautement transactionnel. On va dire, c'est pas un site web marchand. Voilà. C'est pas du service de bourse, c'est pas du service financier, c'est pas un site web marchand. On va dire que plus on va vers des technologies. Alors, je dirais par contre que d'un point de vue sécurité, c'est quand même pas top sur Doctolib de savoir que tes données sont dans Postgres, parce que les mécanismes de chiffrement sont quand même de très faibles niveaux de sécurité, etc., etc. Par exemple, il n'y a pas de salage automatique des données chiffrées. En règle générale, tous les serveurs sont installés avec en Linux avec root et compagnie. Voilà, bon. C'est pas top, quoi.
Le service SSL était quand même assez moyen. Bon, ça a été réparé, cette problématique-là. Il y a un truc quand même que j'aime pas trop sur Postgres et que j'apprécie sur SQL Server. C'est sur SQL Server, ce qui est clair, commercialement encore, c'est qu'il y a des éditions, tu achètes l'édition et tu as toutes les fonctionnalités de l'édition. Sur Postgres, tu dois beaucoup de fois mettre des extensions, Il faut les etc. trifouiller. Et après, c'est un peu embêtant pour les upgrades et tout ça. C'est vrai que dans Postgres, tout à l'heure, Clément. Quand les contribs ne sont pas abandonnés en plus. La force et la faiblesse en même temps, c'est les extensions. Tu peux faire une extension qui modifie tout. Tu peux avoir des structures de table sous forme d'extension, donc c'est très extensible par définition. Mais ça a le défaut de ses qualités, d'accord. C'est ça. Oui, non, mais on est en phase, Rudy. Autant, et toi, ce que tu préfères, Clément, et je te rejoins aussi, côté SQL, c'est carré. Si on peut dire ça comme ça, c'est que tu sais ce que tu as, tu sais ce que tu n'as pas, et tu t'en réfères. Et comme disait aussi Fred tout à l'heure, moi, la doc, côté Microsoft, et c'est pas. Je retire la casquette Microsoft, hein, mais pour moi, elle est claire et elle est carrée. L'autre côté Postgre, c'est un peu plus complexe à prendre en main. C'est une catastrophe, la doc. Je te rejoins là-dessus. Dans mon étude, je peux juste vous montrer ce truc-là en dernier, ça va vous faire rigoler. Et donc, il y avait Bruno, il me semblait que tu avais envie de dire quelque chose sur Postgres ou pas, mais si alors jamais, justement, non, c'était surtout pour dire, enfin, moi je suis venu parce que je suis très très aguerri sur SQL Server, mais j'ai pas justement, c'est un LGBD qui m'intéresse, c'est un peu comme moi, sur lequel j'ai pas trop de recul, et moi j'ai des clients qui 100% de mes clients sont hyper exigeants sur la perf. Et alors c'est pas que ça n'a pas trop répondu, hein, c'est super intéressant, mais c'est vrai que la question de ça reste moi je veux savoir combien je perds, quoi. Dans quel cas, est-ce qu'on perd beaucoup, est-ce que c'est acceptable, parce que 10% c'est acceptable, si c'est 30% ça l'est plus. Moi j'ai l'impression que ça dépend quand même de la requête, hein, tu vois, certainement, de l'optimiseur. Complexité de requête, de modélisation. Pas plus d'une douzaine de tables après dans la requête, et faites attention si c'est les requêtes que vous voyez, s'il n'y a pas des vues derrière. Oui. Et je peux vous dire que à partir d'un certain volume, une certaine complexité de requête, c'est fini, il n'y a aucun moyen de rétablir les perfs. Donc faites vraiment gaffe à ce piège-ac. Parce que moi, un tout petit truc sur la documentation pour vous faire rire. J'ai relevé le nombre de documents dans les principaux moteurs de recherche, etc. Bon, 569 000 docs en ligne sur Postgres, 25 millions sur SQL Server. Bon, passons. Ouais. Et le plus drôle à savoir, c'est que vous avez plus de documents, de documentation, de pages de documentation sur le site de Microsoft concernant Postgres que vous en avez sur le site de Postgres. Alors ça m'a troué le cul. Mais ça prouve au moins que Microsoft n'est pas rancunier, quoi, quelque part. Donc je voudrais juste, on va pas étirer le temps, désolé, mais encore juste quelques minutes, si ça vous embête pas, vous partez si vous. Mais par rapport à ce que disait Bruno... Ouais, je veux bien rebondir après, oui. Ouais, tu vois, sur cette question-là, moi, ce qui me poserait problème, c'est que tu as une requête. Ok, on peut dire pas plus d'une douzaine de tables. Tu fais des jointures, tu as un développeur, tu lui dis, je vais t'aider. Il manque des index, on le voit. Et puis, au-delà de ça, je regarde le plan d'exécution, etc. Moi qui ai l'habitude, je pense comme toi, tu vois, d'SQL Server, je vais assez vite. Maintenant, si je suis sur Postgres, je vais me dire, j'ai mes habitudes. Bon, je regarde des index. Je sais qu'il y a... En plus, il y a plusieurs types d'index, mais bon, je vais faire du B-tree classique. Et puis, le plan d'exécution, est-ce qu'il va être aussi sympathique à lire? Comment je vais me débrouiller pour aider le développeur avec les outils que vont me fournir Postgres, c'est-à-dire une liste des requêtes lentes, les statistiques d'I/O, les statistiques de temps. Quelle est la capacité qu'a PostgreSQL de me donner des outils pour me permettre l'optimisation? Ça, c'est une question que j'aimerais poser. Ça a quand même beaucoup progressé parce que maintenant, tu as PG, je ne sais plus quoi, là, une ensemble de tables qui vraiment fournit ces informations. Ça vient d'arriver, il y a quelques versions, mais avant, ça n'existait pas.
Mais par contre, tu avais des contributions à droite à gauche qui permettaient d'avoir ça. Donc maintenant, on a vraiment quelque chose d'assez cohérent, mais qu'il faut, c'est pareil, il faut l'activer. C'est pas activé par défaut. Par contre, la grosse différence, c'est effectivement les missing index qu'on a dans SQL Server par rapport à Postgres. Là où tu passes une journée au maximum pour poser 300 ou 400 index dans une base de données qui n'est pas du tout indexée, tu vas passer 15 jours dans Postgres pour malheureusement mettre moins d'une centaine d'index. Et tu n'es pas sûr que ce soit très efficace. Est-ce que tu peux voir ensuite que ces index sont utilisés ou pas, par exemple? Oui, quand même. Bon, c'est le pas nombre parfait, de fois où on a fait un cycle dans l'index, tu le vois? Oui, peu de choses près, à peu près ce genre d'informations. Dans Azure, nous, on a même mis en place un query store. Oui, alors ça, j'ai trouvé ça super bien. C'est qu'il y a un query store de Postgres dans Azure qui est magnifique. Je me suis d'ailleurs beaucoup marré parce que dans l'étude que je mène, je le cite en disant mais même ça, ils n'ont pas été capables de le faire chez Postgres, alors que bon, c'était facile à copier, quoi. Mais si je peux me permettre, pour revenir au sujet initial, moi, il y a un truc qui me dérange un peu, c'est l'argument qui peut être l'argument de ça coûte moins cher. Moi, je suis relativement dubitatif. Alors déjà, je rejoins Fred. On a une édition web. Je t'ai vu il n'y a pas longtemps en parler. Je ne sais plus sur quel forum. On a une édition web qui, mine de rien, envoie quand même du steak. Où on peut monter jusqu'à 16 ou 24 cœurs. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Et est limité à 64 Go de RAM. J'ai eu un client la semaine dernière qui était que sur des éditions web et c'était pas mal du tout. Ouais. Mais, ça coûte peanuts. Hein. Et ça coûte quasiment rien. Hein. C'est 5 ou 6 fois moins, je crois, que l'édition standard. Donc il n'y a même plus d'argument de coût. Surtout si on part du principe que Postgre, c'est quand ça reste petit, ok. Cela dit, l'édition web, tu peux pas l'obtenir dans tous les cas. Il faut être il faut être sur du public facing, etc. Oui, mais n'importe quel hébergeur te le propose. Hein. Nous, j'ai un client qui est en premise chez CS Valley, n'importe quoi. Alors moi, ça m'intéresse de savoir si l'hébergeur le propose et que tu le prends, il faut quand même que tu puisses pas faire de back-end, des applications back-end. Faut que tu passes par des web services, non, des choses comme ça. Non, c'est pas. Qu'il faut. Non, c'est pas vraiment ça les limitations. C'est en fait tu t'engages. Alors je sais plus exactement. Tu t'engages en fait il y a un site web derrière quoi. Concrètement, j'imagine un petit peu. Mais c'est pas. Non, c'est même pas du web. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai juste un site web et puis mais à côté si tu fais du SSIS ou des machins, enfin n'importe quoi en back-end, c'est bon? Ah, pour l'édition web, alors je ne sais même pas d'ailleurs s'il est. Là, Julien, je vais demander à Julien s'il est toute la partie BI, SSIS, SSAS. Non, il n'y a pas dans l'édition web. Il n'y a pas dans l'édition web. Non, il y a 2-3 trucs qui manquent, notamment. Il n'y a pas dans l'édition, mais si tu fais du SSIS. Il y a quand même des limitations, mais tu as raison, hein, on est sur 64 Go de RAM, c'est vraiment bien. Mais tu peux pas, par exemple, compresser les backups. Voilà, il y a des petits trucs comme ça. Oui, il y a des micro-limitations qui n'ont rien à voir avec celles de la... Donc, pardon, je t'ai fait dériver. Non, mais si, c'est intéressant. Et la deuxième question, parce que là, je suis en pleine migration, malheureusement, chez un client qui veut absolument migrer sur AWS. Alors qu'il est full stack, il est full Microsoft. Bon. Ouais, j'ai fait ça du RDS aussi pour un client. Ah, alors du coup, moi j'ai abandonné direct RDS parce qu'on peut en parler aussi. AWS est fâché avec Microsoft, hein, clairement, puisque toutes leurs machines les un tout petit peu modernes n'existent pas pour SQL Server en RDS. Les benches, c'était catastrophique, moi. Tout ce qui est 7e et 8e génération sur RDS n'existe pas en RDS SQL Server. Alors que MySQL et Postgre en ont. Donc déjà, quand on a vu les perfs par rapport au on-premise qu'on quitte, on a dit non direct. Et puis au passage, c'est extrêmement cher. J'ai un client qui est multi-instance, malheureusement, on est en train d'essayer de revenir en arrière là-dessus. Il a fait historiquement une instance par pays, pour des raisons inconnues. Sa facture est... Et malheureusement, il fallait que je fasse 10 ou 11 instances, aussi petites soient-elles, ça a coûté une fortune. Et pour revenir en fait, si je dois louer 1 ou 2 machines supplémentaires pour faire tourner un Postgre, je suis 8 à 1000, 2000, 3000 euros par mois, ce qui compense largement le coût de mes licences standards, par exemple. Donc la question, c'est plutôt de savoir dans quel cas on ne part pas sur SQL Server. Je suis bien d'accord avec toi. Je pense que ça n'a aucun intérêt de partir de SQL Server parce que c'est finalement un SGBD qui coûte moins cher globalement en production, dans le sens où le niveau de DBA, aujourd'hui, moi j'ai des gros clients qui ont des grosses installs et mon métier c'est de les surveiller en TMA pour faire le DBA.
je n'interviens qu'une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois chez ces clients-là. Alors, je peux citer, par exemple, une laiterie qui a à peu près 7 ou 8 instances, dont une managée sur Azure. J'intervenais une fois par mois, on passe à une fois tous les 2 mois à peu près. Par contre, on a quelques, évidemment, jours de prestation quand il y a des très grosses modifications de structure, des choses comme ça. Et là, des clients comme ça, j'en ai 7 ou 8. C'est-à-dire que je passe mon temps, d'ailleurs, à réduire le nombre de DBA, d'intervenants et de machins, en, justement, multiplexant toutes les bases sur un seul serveur. On peut prendre l'exemple de Rhenus, qui est un gros transporteur allemand. Quand je suis rentré chez eux, il y avait 32 instances de bases de données. J'ai terminé il y a 2-3 ans la mission de rassemblement de toutes les bases de données sur non pas une seule instance, mais 2, puisqu'il y a une instance OLTP et une autre OLAP. Sur l'instance OLTP, on est à 100 et quelques bases de données. Sur l'instance OLAP, on est à 2 ou 3 bases de données. On a 5-6 serveurs parce qu'on a de la réplication un peu partout, pour des raisons de sécurité. Aujourd'hui, je ne travaille quasiment plus avec lui. C'est-à-dire qu'il me demande 2 ou 3 jours de prestations par an quand ils ont à remanier telle ou telle problématique, quand ils vont intégrer un nouveau client qui a un très fort volume, etc. Et on a sur le serveur 2 ou 3 téraoctets de données sur le serveur transactionnel. Donc voilà, il faut bien comprendre que ce que l'on va gagner, ce que l'on va perdre en termes de licence va être un gain fantastique avec le fait que tu auras moins de DBA à mettre en place et de plus grande facilité d'administration. Oui, mais je pense pas. Oui, enfin, je pense pas qu'il y ait de l'administration et du DBA sur du Postgres en général. On laisse tourner le truc aussi. Détrompe-toi. Moi, tout ce que je vois en production, il y en a, c'est énorme. Non, il y en a beaucoup. C'est énorme. Et en plus, ils veulent pas le dire, mais c'est leur petit gagne-pain. Ils s'attachent au truc, ils masquent des machins, comme souvent on le voit malheureusement dans le livre, et des ayatollahs qui font leur petit truc pour éviter que les autres regardent dedans. Et après, tu es dans la merde parce qu'ils ont fait du bricolage à la con.